Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Alors bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver toujours en si grand nombre. Alors l'émission et les ambitions des gestionnaires sont de plus en plus larges et les conséquences sont des surcharges mentales, opérationnelles, humaines et émotionnelles. Le gestionnaire a la tête pleine. Alors, pour répondre aux principaux enjeux, Julie Tremblay-Potvin, qui est cofondatrice et présidente de Saison Art de Vivre, va nous faire découvrir les 4 stratégies. Bonjour Julie. Bonjour Isabelle. Est-ce que tout le monde, est-ce que ça marche, ça fonctionne techniquement? Oui, il y a un petit décalage, je pense, avec l'internet, mais j'espère que ça va se résoudre. D'accord. Alors merci pour votre... Oui. Oui, je suis désolée, donc je vais te présenter. Donc Julie, tu es stratège en développement des personnes et des organisations. Tu étudies des nouveaux modèles d'organisation du travail et du développement des formations et des outils pratiques pour vivre et travailler autrement et plus sainement dans un monde en changement. Tu t'intéresses depuis plusieurs années aux nouveaux modèles d'entreprise axés sur la responsabilité sociale, l'innovation sociale, l'automatisation et également la flexibilité. Avec 2 saisons, tu travailles auprès des individus et des organisations qui rêvent comme toi de milieux de travail qui contribuent à la santé et à la collectivité. Oui, merci Isabelle pour la belle présentation. En effet, ça va me faire sauver du temps un petit peu tantôt. Donc, bienvenue tout le monde. Là, on est 8 minutes déjà à l'intérieur de notre temps, donc merci pour votre patience. De toute façon, nous, on aime bien chez Deux Saisons, petite parenthèse, prendre 5 minutes au début des rencontres pour laisser tout le monde le temps d'arriver et de se déposer. Donc, on n'était pas nécessairement 100% champ gauche, Isabelle. Exactement. Et puis, je vais juste vous encourager, avant de commencer, d'activer votre chat. Donc, vous pouvez écrire votre nom à la droite de votre écran. Vous pourrez poser vos questions à Julie. Vous pouvez également échanger entre vous. Puis vous allez voir, il y a un bouton sondage il faudra cliquer sur un bouton bleu pour voter. Puis également, je mettrai le lien de tes 2 ateliers, Julie, et il y aura un rabais de 20% qui sera uniquement pour les participants de ce Midi Express. Donc, je vais te laisser la parole, Julie, pour cette conférence sur les 4 stratégies pour répondre aux principaux enjeux du gestionnaire de la nouvelle vague. Oui, est-ce que c'est toi qui présente? Oui, parfait. Excellent. Bon, alors on commence. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Isabelle m'a quand même bien présenté. Mes interventions en général avec Marie-André, qui est mon associée ici, se situent entre éveil, mais aussi appropriation et soutien à la pratique. Donc, on travaille avec les gestionnaires et leurs équipes, vraiment dans le but de vraiment transformer les pratiques, mais ça prend du temps, puis ça prend aussi justement de se donner la chance de pratiquer, des fois de peut-être tomber à côté de notre vélo, puis de perdre des bonnes habitudes, puis d'y revenir. Donc, c'est vraiment notre approche. J'ai travaillé 20 ans en communication, en mobilisation. En fait, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là. Je travaille aussi en innovation sociale et en développement durable des personnes et des organisations depuis plus de 7 ans. Puis de 16 ans, et aussi là, membre du think tank Groupe Entreprises en Santé. Puis on est fournisseur officiel pour le groupe Entreprises en Santé. Mais surtout, on est des filles, des femmes, comme vous. On a plusieurs rôles sociaux. On est des mères, on est des amies, on est des sœurs. Bref, on est des professionnels expérimentés et passionnés, bien sûr. On est des entrepreneuses. Bref, on a beaucoup, dans une autre vie, on disait on est slasheuse, dans le sens où on a plusieurs rôles, on a plusieurs facettes à notre personnalité. Puis je pense que c'est important de rappeler que les gestionnaires aussi ne sont pas que des gestionnaires, évidemment. Des fois, on a tendance quand on s'adresse à une cible, d'oublier les autres facettes. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir une approche globale. Mais je vous dis tout de suite, je suis pas diplômée en santé mentale ou en intervention psychosociale, donc je vais vous parler de santé mentale, mais c'est pas je suis plus dans la vulgarisation. Et je suis pas payée pour vous vendre quoi que ce soit, mais je peux vous inviter à des événements. Donc, le but, c'est vraiment ensemble de prendre un pas de recul ce midi. Un temps blanc, donc je vais vous parler du temps blanc. Le temps blanc, c'est un concept que De Saison a développé. Et ce que je veux, c'est valider vos enjeux,
2, vous offrir un peu de recul et de clarté. Vous avez pris le temps, je vous félicite, puis je vais essayer de vraiment bien utiliser votre temps. Et des pistes de solutions, des pistes d'action aussi simples et accessibles que je souhaite vous partager ce midi. Donc, on va avoir 3 parties. Je vous fais un petit état de la situation pour commencer, puis il va y avoir des sondages tantôt, comme Isabelle l'a dit, mais vous pouvez commenter en continu dans le chat. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les diffuser en continu. Donc, saviez-vous que 76% des employés rapportent ressentir un épuisement professionnel sporadique et 28% disent être souvent en épuisement professionnel? En fait, disaient parce que cette statistique-là date de 2020. Donc, en 2020, on était en plein cœur de la pandémie. Ça, on peut se dire, ça allait pas trop bien. C'est quand même un tiers des gens qui étaient souvent épuisés. 76 qui disaient, pas mal, ça m'arrive d'être épuisé. Mais aujourd'hui, ça ressemble à quoi les statistiques? Ça ressemble à 42% des employés qui estiment que leur santé mentale est passable ou mauvaise. Donc, on peut dire que ça s'est pas nécessairement amélioré dans les dernières années. Puis, pourquoi je commence la présentation avec ça? C'est que c'est comme un peu l'éléphant dans la pièce, on dirait, du monde du travail ces temps-ci. Tout le monde nous en parle. En 2021, la statistique était que 80% des gestionnaires terminaient leur journée épuisés, n'ayant plus d'énergie pour autre chose à la fin de leur journée. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais même si partout dans le monde, la santé mentale se dégrade, on dirait que pas tout le monde en a conscience. En fait, c'est que dans cette étude-là qui a été faite dans 16 pays, mais pas le Canada, mais on peut quand même extrapoler qu'au Canada, on doit être comme le reste du monde. Tous les indicateurs de santé mentale étaient à la baisse, mais les gens disaient « Ah, ben oui, mais c'est pas si pire. » Fait que c'était un peu comme la grenouille dans l'eau froide, puis on monte la température de l'eau graduellement, puis elle finit toujours un peu par s'habituer jusqu'à temps qu'à un moment donné, ce soit vraiment trop. Donc, on est un peu dans ce contexte social-là. Tu sais, je pense que j'en parle tout de suite parce que c'est le contexte social, puis le travail, c'est une partie vraiment importante de la société. Puis on sait qu'on est dans un contexte aussi où il y a seulement 2% du budget en santé qui est investi en prévention. Par contre, au Québec, il y a un élément nouveau en termes de prévention et c'est la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail. Je ne sais pas si vous avez été sensibilisés à ça dans vos milieux. Il y a une date, là, jusqu'en 2026, les organisations ont du temps pour se former un comité puis une stratégie pour mesurer les risques psychosociaux au travail. Mais après ça, il faut aussi se doter de moyens pour prévenir. Donc, ça touche énormément à la culture du travail et ça touche aussi, encore là, les gestionnaires. Donc, la santé mentale, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, comme je vous disais, dans les milieux de travail. C'est omniprésent comme préoccupation, mais on ne sait pas toujours quoi faire. Puis là, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je sais que c'est pas votre seul enjeu, mais c'est que ça a rajouté une couche, ça, sur les épaules des gestionnaires. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Dans les 5 dernières années, je ne vous l'ai pas dit d'emblée, on a fait le tour de plusieurs équipes de gestion, plusieurs équipes aussi gestionnaires et leur équipe. C'est comme si on avait fait des focus group là, dans les organisations du Québec, le tout acabit. Puis, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est ressorti qui est assez universel, en fait, dans les différents milieux. Donc, veiller à cultiver la santé durable, là, ça repose aussi beaucoup. C'est une intention de plus en plus présente d'un point de vue organisationnel, mais ça pèse sur les épaules de qui, finalement? Bien, sur les épaules des gestionnaires, que ce soit explicite ou implicite. C'est vrai, maintenant, avec le télétravail, principalement les gestionnaires qui sont en contact avec leurs employés. Donc, là, j'aimerais ça avoir peut-être des commentaires dans le chat, des petits pouces si vous êtes d'accord avec ce que je vais vous partager, mais les missions du gestionnaire sont nombreuses puis sont diversifiées. Donc, on s'assure que le travail se fasse, on s'assure que la qualité du travail. Puis c'est sûr que ça dépend de votre niveau de gestion, ça dépend aussi de l'organisation dans laquelle vous êtes, de votre description de tâches. Des fois, les gestionnaires sont aussi des experts. Des fois, les gestionnaires sont des gestionnaires vraiment de carrière et ils ne sont pas experts. Donc, ça dépend un peu. Mais si vous lisez la liste, là, assurer que les délais soient respectés, assurer la gestion des priorités, offrir du mentorat professionnel, communiquer beaucoup, la vision, les objectifs, communiquer pour mobiliser, communiquer pour essayer de prendre le pouls, connecter, créer des liens, assister à des rencontres, beaucoup de rencontres peut-être, organiser des rencontres, animer des rencontres, puis rencontrer les clients. Des fois même, on est utilisé pour aller travailler sur les projets en amont avant qu'ils arrivent dans notre équipe. Donc, ça fait quand même pas mal de missions, n'est-ce pas? Puis là, c'est là que ça devient intéressant, parce que vous allez savoir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais
la réalité du gestionnaire aussi, ce que les gens nous disent, qui sont un peu des irritants, en fait, parfois, c'est que, ben, on doit être un peu toujours disponible, hein, comme gestionnaire, surtout pour les urgences. Des fois, on pense que le gestionnaire, quand on prend un poste de gestion, on devient un genre de super-héros, puis là, on va comme être au devant de plein de choses. Mais ça se passe pas nécessairement toujours comme ça dans la réalité non plus. Des fois, on veut embarquer les gens avec nous, puis des fois, c'est plus difficile qu'on le pensait. Ensuite, les gestionnaires sont pris au dépourvu des fois devant le manque d'engagement de leur équipe. En télétravail, certaines équipes trouvent ça, certains gestionnaires trouvent ça plus difficile, certaines personnes, certains profils. Il y a une distance qui se crée parfois entre le travail puis la personne. C'est quelque chose qu'on entend relativement souvent. Aussi, on dirait que les nouvelles générations ne sont pas aussi engagées que nous, on l'était, par exemple. Donc, des fois, ça dépend des milieux, mais c'est vraiment des choses qu'on entend souvent. Les gestionnaires ne savent pas comment mobiliser leurs équipes. Pourquoi ils se mobilisent pas par eux-mêmes? Il me semble que c'est fun ce qu'on a à faire. Il me semble qu'on a des beaux défis, des beaux projets. On ne sait pas nécessairement comment s'y prendre pour leur donner le goût de se dépasser ou d'aller au-delà encore de ce qu'ils font ou de leur travail. Parce que des fois, ils sont dépendants de nous, d'autres membres de l'équipe. On voudrait qu'ils développent leur autonomie et leurs compétences un peu plus de façon autonome. Les gestionnaires qu'on pense aussi pour leur équipe, hein. Ils vont venir souvent nous dire que ben moi je vais donner des permissions à mon équipe. Moi par exemple, j'en prendrai pas de congé le vendredi, ou moi je vais pas quitter tôt, je vais dire c'est correct, t'sais, pour être bienveillant, je vais dire oui, mais par rapport à moi-même, ben tu sais, je vais finir par me dire ben je suis capable, hein, je suis capable, je vais le faire, je vais compenser, moi je vais rester. Je suis un modèle. Et aussi, des fois, c'est le sens des responsabilités qui embarque ou on veut être professionnel. Bref, je sais pas si c'est quelque chose que vous vivez, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les gestionnaires aussi sont des experts parfois et on la double tâche de coacher leur équipe, donc de développer les compétences au sein de leur équipe et de superviser projets et livrables. Donc, il y a un transfert de connaissances où des fois, on les fait travailler sur des mandats importants parce qu'ils sont connaissants, mais en même temps, ils ont leur rôle de gestion. Donc, ça, c'est peu une recette pour pas savoir où donner de la tête toujours. Donc, les gestionnaires peuvent avoir tendance à travailler, à régler des problèmes, en fait, d'être toujours en mode problème, de un peu être sollicités pour régler les problèmes de tout le monde. Ils ont tendance à en prendre beaucoup sur leur épaule. Les gestionnaires ont rarement aussi le plein pouvoir sur la culture organisationnelle. Par exemple, une organisation décide de ramener tout le monde au bureau à temps plein, puis le gestionnaire, lui, il croyait en mode flexible, mais là, il a les mains liées, il ne peut plus rien faire. Ça crée parfois des enjeux pour les gestionnaires, je vais en parler tantôt. Mais bon, on n'a pas le plein contrôle, même si on veut le meilleur pour notre équipe, même si on veut donner les conditions gagnantes pour faire un bon travail. Parfois, on contrôle pas tout. On décide pas non plus nécessairement des priorités absolues, puis on décide pas des objectifs toujours non plus. Donc, il faut composer avec un cadre et s'adapter à ça, puis inviter les gens à embarquer là-dedans. C'est quand même pas une mince tâche. Ensuite, les gestionnaires se sentent souvent impuissants devant les enjeux de santé psychologique des membres de leur équipe. Quelqu'un qui vit d'anxiété, quelqu'un qui est très stressé, qui n'a pas nécessairement développé les compétences émotionnelles pour se réguler ou pour s'adapter. Des fois, on ne sait pas trop comment réagir, puis des fois, ça crée comme un peu un malaise ou des non-dits ou des conflits aussi intérieurs. Je ne sais pas que les gestionnaires le disent nécessairement, mais quand ils nous rencontrent en atelier, souvent, ils vont venir nommer ces choses-là qui leur pèsent un peu, la charge émotionnelle qui peut venir avec ça aussi. Puis enfin, le dernier point, c'est que l'équilibre travail, famille, vie personnelle des gestionnaires est parfois tabou. On prend pour acquis que le gestionnaire, c'est quelqu'un qui est efficace, qui est bon dans ce qu'il fait, qui est bien organisé, puis qui est capable d'en faire beaucoup. Donc, on se questionne pas, puis on dit, ben oui, tu sais, t'es gestionnaire, donc ça veut dire que t'es quelqu'un qui est capable d'emmener large. Puis, la réalité, c'est que c'est pas toujours facile pour les gestionnaires non plus, puis que souvent, ils doivent renoncer à certaines choses dans leur équilibre travail, famille, vie personnelle pour arriver à tout livrer. Ça peut venir avec de la culpabilité. Ça peut venir avec une difficulté à décrocher une fois qu'on est à la maison, continuer à penser au travail, continuer de devoir travailler, puis de pas être le parent ou le conjoint ou l'ami, le fils, le frère qu'on voudrait être finalement. Puis ça peut créer finalement des conflits de valeurs aussi intérieurs, puis finalement, ça finit par nous miner. Bref, je sais pas si ce sont des enjeux qui vous parlent aussi, mais c'est un petit résumé là
qualitatif, si on veut, de nos rencontres avec les différents gestionnaires qu'on rencontre depuis 5 ans et plus. Donc, quand on creuse un peu et qu'on fait ressortir les 4 principales questions que les gens se posent, c'est on trouve où le temps de tout faire ce qu'on veut faire? On priorise quoi comme action? On y arrive comment à tout faire et à tout bien faire, justement, parce que c'est ce que les gestionnaires le plus souvent souhaitent. Puis nous, là-dedans, nous, soit là, comme gestionnaire, est où notre place dans cette équation-là? Donc, c'est un peu les questions auxquelles on essaie de répondre chez De Saison. C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre un petit peu aujourd'hui pour vous donner des pistes. C'est aussi les questions auxquelles on va tenter de répondre dans nos journées Leadership Nouvelle Vague qu'on organise avec Kizarta à la fin octobre. Donc, c'est 2 jours complets. Je ne sais pas si Isabelle vous en a parlé, mais on va vraiment plonger dans des outils, des solutions, puis pour se les approprier, puis pour être prêt à les pratiquer. Pour répondre à ces 4 questions-là, finalement. On a tendance à tomber dans un piège dans les organisations en général. En fait, ça commence, la littérature est là, les connaissances sont là, mais dans la pratique, on n'a pas encore vraiment compris comment le faire, on n'a pas encore changé nos façons de faire. Entre autres, on peut avoir des mauvais plis, mais on peut aussi prioriser des stratégies qui sont un peu dépassées, mais on ne sait pas qu'ils sont dépassées. Par exemple, je vais vous l'expliquer. Donc, on a des besoins nombreux. Il y a des besoins infinis dans les organisations. On a des ressources limitées. On manque de main-d'œuvre, par exemple. On a du temps limité. On a de l'énergie limitée. Si je rajoute à ça les besoins des humains, les besoins de nos vies personnelles, nos besoins à nous, ça fait vraiment beaucoup de besoins à concilier. Et là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire pour pouvoir en faire plus, puis faire tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on va être en mode efficience. Je ne sais pas combien d'organisations parmi les vôtres ont le mot efficience dans leur courriel ces temps-ci, là. Si c'est à la mode, l'efficience chez vous, mais on va chercher une certaine efficience. On va se dire, on va optimiser nos façons de faire. On va essayer de faire plus avec moins. On va créer de l'espace. Donc, on va enlever les frictions, on va enlever les processus qui sont pas nécessaires, on va enlever tout ce qu'on peut enlever pour que ce soit le plus direct possible. Puis souvent, quand on veut aller dans l'optimisation, on va enlever un peu le volet humain. Hein. Quand on est dans le jus, là, puis qu'on est dans le rush, puis qu'on a beaucoup de choses à faire, là, on n'a pas le temps de niaiser, pas le temps de jaser, on va aller droit au but parce que c'est comme notre instinct, on veut juste cocher les choses sur notre liste, on veut que ça soit fait, bien fait. Fait que mettez vos émotions de côté, puis on se le dit à nous-mêmes, on laisse notre vie personnelle de l'autre côté de la porte, on se concentre, puis on donne la totale. Ça peut faire pour un temps, mais là, c'est parce que c'est devenu un mode de travail constant, l'efficience. Donc, on optimise pour faire plus avec moins. Puis là, avec le temps qu'on a gagné, mais on se dit, ben yes, on peut en faire plus. Donc, on s'en rajoute, parfois pas nécessairement par souci de gain, là, ou des fois, c'est pour faire grandir l'entreprise, puis ça vient d'en haut, ce souhait-là. Mais parfois, ça vient aussi de nous-mêmes, là, de nos ambitions. Parce qu'on veut en faire beaucoup, nos attentes ne sont pas toujours réalistes, en fait. Et là, on se dit, ben, je vais essayer d'être plus efficace, plus efficient. Comme ça, je vais avoir de la place, je vais pouvoir en faire plus. Puis on se dit, ben, si tout va bien, je vais être capable de tout livrer ça, de tout faire ça. Puis on oublie qu'on est des humains puis qu'on n'est pas des machines. Fait que finalement, on essaie de se machinaliser un peu, si on veut. Donc, on veut toujours être à on, on veut toujours être au top de notre forme. On prévoit pas de baisse d'énergie. On prévoit pas beaucoup d'imprévus. En fait, on est toujours en train de répondre à la vague qui nous arrive en pleine face. Puis ça se peut qu'à un moment donné, mais on s'épuise à force d'essayer de reprendre notre souffle puis de manger, d'avaler des bouillons finalement. Puis, tu sais, c'est une caricature, mais pour vrai, vous seriez peut-être surpris, je sais pas si c'est votre cas, mais de voir à quel point les gens ont la tête sous l'eau, vraiment, puis nous disent, j'arrive pas à me sortir la tête de l'eau, justement, parce que il y a vraiment, ça arrête pas, c'est un feu roulant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, tu sais, en se disant, ben, OK, on a des besoins nombreux, on a des ressources limitées. Ce qu'on veut, c'est répondre à nos enjeux qu'on a nommés tantôt. Donc, si on cherche de l'efficience, peut-être que oui, jusqu'à un certain point, ça peut nous aider d'optimiser pour faire mieux, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'après ça, l'espace qu'on a créé, c'est démontré, j'ai un super article sur mon blog là-dessus avec des sources et tout ça, de créer de l'espace pour investir dans notre système de résilience.
Donc, autant personnellement, notre système de résilience à nous, c'est-à-dire récupérer puis avoir de l'espace et de l'énergie pour durer dans le temps, donc s'occuper de notre santé, s'occuper de nos besoins, pour pouvoir revenir puis avoir vraiment des batteries rechargées puis pouvoir durer dans le temps comme gestionnaire, comme équipe, mais aussi investir dans justement le système de résilience de l'équipe. Donc, ça veut dire avoir encore de l'espace pour former nos équipes, avoir encore de l'espace pour développer des compétences dans nos équipes, des compétences techniques, mais aussi des compétences émotionnelles, des compétences humaines, des compétences d'avenir, pour être capable de faire face aux différents changements qui vont nous tomber dessus de toute façon, pour avoir des meilleures solutions quand on va vivre des crises ou des changements, pour être capable d'innover et pour être capable d'utiliser vraiment notre créativité à son meilleur. Mais pour créer de la valeur, là, ça prend de l'espace. Puis cet espace-là, présentement, la majorité des organisations l'ont vraiment pas. C'est difficile de faire cette place-là parce que dès qu'on a un petit peu de place, on s'en rajoute. Puis ça, c'est vrai sur une journée, c'est vrai sur une semaine, c'est vrai sur une saison, puis c'est vrai sur une année. Donc, l'idée, c'est de voir venir et de récupérer pour durer dans le temps et de le voir comme systémique là, pour l'équipe au complet, pour l'organisation au complet, de se faire de la place, finalement. C'est un peu ce qu'on offre chez De Saison avec les temps blancs. Parce que là, aujourd'hui, vous avez pris un pas de recul sur votre heure de lunch pour justement venir chercher des idées, des stratégies pour innover dans votre rôle de gestionnaire. Mais tu sais, ça, peut-être que c'est déjà beaucoup dans vos habitudes, peut-être que c'est une exception, peut-être que vous ne faites pas ça souvent, mais peut-être que c'est pas généralisé non plus dans la culture de votre organisation, peut-être que vous avez des membres dans votre équipe qui en prennent pas de recul, puis qui se mettent déjà dans une posture plus précaire par rapport à leur santé, mais aussi par rapport à leur contribution. Donc, si je simplifie, je vous ai fait un portrait global de la situation telle que nous, on la remarque, on l'observe sur le terrain. Et je prends tout ce que je vous ai dit, puis je vous ramène ça à 4 enjeux principaux et 4 pistes de solutions. C'était ça le but de notre dîner ensemble aujourd'hui. Donc, le premier enjeu, puis là, il va y avoir le petit sondage pour chacun. Si on fait ressortir les 4 principaux enjeux de tout ça, ça rassemble d'autres différents thèmes. Le premier enjeu, ce serait l'enjeu de la santé mentale et de la gestion du stress du gestionnaire et des équipes. Donc, qui est préoccupé parmi vous par cet enjeu-là dans votre réalité, dans votre quotidien? Donc, j'indique simplement que pour répondre au sondage, tout simplement, cliquez sur le bouton bleu dans votre chat. Alors, je vais laisser encore 5-10 secondes, le temps que les personnes y répondent. Je vois que ça fluctue beaucoup. Donc, je laisse un peu de temps. Oui? OK, parfait. Alors, je vais publier les résultats. Voilà. Je ne sais pas si tu vois le résultat, Julie? Non. Non, donc je vais te le dire. Donc, pas du tout 2%, un peu 23%, beaucoup 53% et énormément 20%. OK. Tu sais, c'est ça nous touche de près, de loin. Tant mieux pour les 2%, pas du tout préoccupés. Probablement que c'est parce que vous êtes très bons, vous avez une équipe de feu. Parfois, ça arrive qu'on est dans une bonne période aussi, puis tout va bien. Des fois, il va y avoir des moments où ça va aller peut-être un peu moins bien. Tant mieux, là, c'est pour ceux qui ou peut-être que c'était pas sous votre radar et ça va le devenir. Donc, les risques psychosociaux du travail sont définis comme ça. Les facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales et qui augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Fait que là, on pense que les enjeux de santé mentale au travail, que c'est juste, est-ce que les gens qui sont dans mon équipe ont des problèmes de santé mentale? Des fois, ça, c'est comme un sujet. Donc, des fois, on va avoir des gens dans notre équipe qui ont des enjeux de santé mentale qui dépendent pas du travail. Mais c'est pas tout, parce qu'on a vraiment aussi des facteurs au travail qui vont venir influencer la santé du moment, mais aussi d'avoir des risques psychosociaux au travail. Je vais vous les afficher. Après, ça crée des enjeux de santé
mentale, mais de santé physique aussi à long terme. Donc, les gens qui sont exposés à des risques psychosociaux au travail pendant leur carrière ont plus de chances de développer des maladies chroniques rendues à la cinquantaine. Donc, c'est quand même sérieux. Et les principaux risques psychosociaux sont les suivants. Donc, une demande psychologique accrue, donc une surcharge de travail, ou une surcharge psychologique, donc cognitive. Puis, elle va de pair avec la demande émotionnelle qui est un petit peu plus loin, donc la surcharge émotionnelle. Ça, les gestionnaires ont vraiment les deux parce que oui, il y a une charge de travail, une charge de projet, de choses à faire, à penser, mais il y a aussi, on a des gens à notre charge, donc il y a une charge émotionnelle de quelqu'un va pas bien, il y a un conflit dans l'équipe, on s'est pas bien compris. Tu sais, il y a une charge émotionnelle qui vient avec ça aussi. Là, c'est pareil ici parce que les 4 premiers, ce sont ceux des risques psychosociaux identifiés par l'INRS. Donc, la deuxième, c'est la latitude décisionnelle. Donc, l'autonomie que les personnes ont au travail. Puis, vous pouvez l'appliquer à vous aussi, là, pas juste à votre équipe. Le soutien social. Donc, à quel point j'ai un bon soutien social de la part de mes collègues, mais aussi de mes supérieurs. Et la reconnaissance. Donc, est-ce qu'on reconnaît la personne que je suis à part entière? Est-ce qu'on reconnaît mes forces? Est-ce qu'on reconnaît mes besoins? Est-ce qu'on reconnaît mon travail? Il y a différents types de reconnaissance. Donc, ce sont les 4 principaux risques. Et dans ceux qui sont en émergence, ça, c'est une étude de Manon Truchon de l'Université de Laval. Donc, demande émotionnelle, comme je vous ai expliqué tantôt, les stresseurs numériques. Donc, de devoir apprendre, composer avec des nouveaux logiciels continuellement, les stress qui peuvent être liés aux communications à distance, etc. La culture éthique, donc est-ce que les décisions sont prises de façon éthique? Est-ce que tout le monde est traité de façon équitable? Et enfin, la sécurité psychologique, donc est-ce que je peux justement être 100% moi-même? Est-ce que je peux être vulnérable dans mon équipe? Est-ce que je peux me tromper? Est-ce que je peux avoir une opinion divergente? Est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que je vais me faire exclure? Ou est-ce que je vais être écoutée? Et que mon opinion va être prise en compte finalement. Donc, je sais qu'il existe autant de milieux de travail là, qu'on peut s'imaginer. Il y a en général, en 2024, les milieux de travail sont bienveillants, mais il y a encore des espaces, des lieux de travail, tout dépendant du domaine, où est-ce que des fois, on va être surpris de voir à quel point dans les relations, dans les conversations, dans la façon d'être un envers l'autre, on a encore beaucoup de contrôle sur le travail, donc peu de l'attitude décisionnelle, peu de soutien social, donc du chacun pour soi, peu de reconnaissance parce qu'on est toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il faut faire puis qu'est-ce qui s'en vient au lieu de regarder qu'est-ce qu'on a accompli. Il peut y avoir une culture peu éthique avec du favoritisme, des clics par exemple, et un sentiment de sécurité psychologique qui est pas là quand par exemple on s'intéresse pas nécessairement à ce que la personne vit, puis qu'on sent que ça dérange quand quelqu'un va venir dire va être vulnérable, on va tout de suite comme un peu venir avoir des jeux de pouvoir avec des personnes faibles, des personnes fortes, par exemple, donc le volet sécurité psychologique. Donc, c'est quand même important d'en prendre conscience parce que ça joue sur, évidemment, le climat, donc la santé, et c'est important que le milieu de travail, donc le gestionnaire, la culture qui va instaurer, tout ça, viennent, et pas juste le gestionnaire, mais aussi les relations entre les collègues soient teintées le plus possible de certaines compétences émotionnelles. Donc, si vous avez dans votre plan d'action 2025 2 actions à mettre en place, peut-être, si c'est un enjeu chez vous, mais d'abord, si vous êtes le gestionnaire puis que vous dites « Hey, c'est tout moi là, qui doit dénouer là, les conflits » ou qui doit, tu sais, comme je suis toujours en train de coacher tout le monde en matière de compétences émotionnelles, ça vaudrait peut-être la peine de former tout le monde. Donc, développer les compétences émotionnelles, les siennes d'abord. Si vous vivez des frustrations avec certains de vos membres de vos équipes, que vous comprenez pas pourquoi ils sont comme ça. Tu sais, je donne un exemple. J'avais une gestionnaire qui disait pourquoi il veut pas aller à telle place, lui, quand il y a une urgence. Moi, quand j'étais jeune, j'avais son âge, j'allais tout le temps, je voulais tout le temps, tu sais, comme avoir des nouvelles responsabilités. Puis là, eux, on dirait qu'ils ont pas le même niveau d'engagement. Ça me choque parce que je me reconnais pas dans eux puis je comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Fait que, tu sais, de venir un peu avoir les compétences émotionnelles pour comprendre puis voir où est-ce qu'ils ont besoin d'être coachés, ça peut vraiment faire une différence pour aider la personne à se développer, mais aussi pour vraiment développer l'équipe dans le bon sens. Donc, développer ses compétences émotionnelles et celles de son équipe, c'est comme un peu, on prend pour acquis qu'un comme adulte, on devrait avoir toutes ces compétences émotionnelles-là, mais je vous garantis que ce ne sont pas tous les adultes on n'est pas tous égaux au niveau de nos compétences émotionnelles.
Puis ça ferait une bonne différence si tout le monde avait une petite mise à niveau. Ça peut faire une grosse différence dans notre façon d'exister ensemble, puis de même de créer des liens qui vont nous faire aller plus loin ensemble. Puis une autre stratégie serait vraiment d'adopter le modèle temps blanc pour l'organisation du travail. Dans la formation qu'on va faire en octobre, j'ai vraiment pas le temps ce midi de vous faire le topo de tout ça, mais d'adopter le modèle temps blanc, dans le fond, permet de créer de l'espace pour prendre soin en amont de ses besoins, donc de récupération, dans le fond, de pouvoir. Ça répond à plein d'enjeux, là, le modèle temps blanc, mais ça répond entre autres aux risques psychosociaux en permettant différents espaces pour récupérer, mais aussi pour mieux travailler ensemble. Donc, c'est un concept que Marie-André et moi, on a développé chez De Saison, le temps blanc. On en parle à tous les jours, on va dans plein d'équipes, mais on fait aussi des formations grand public. Puis là, on va faire avec Isarta une journée là, presque au complet là-dessus. Donc, c'est une philosophie de gestion aussi, mais c'est vraiment un outil d'organisation du travail là, pour que concrètement, dans vos habitudes de travail, vous veniez mettre en place des éléments qui sont bons pour la prévention. Donc, le deuxième enjeu que je voulais aborder est l'enjeu de la gestion de la saine performance et de la responsabilisation de l'équipe. Donc, qui est préoccupé par cet enjeu-là? Isabelle. Oui, je vais ouvrir le sondage. Alors, normalement, maintenant, tu devrais voir, en fin de compte, la question. Ah oui, je le vois. C'est le cas? Ok, d'accord. Et puis, donc, je laisse une dizaine de secondes pour que tout le monde puisse répondre au sondage, toujours avec le petit bouton bleu, s'il vous plaît. Donc, je pense que non, je vais laisser un petit peu de temps parce que là, ça vient de se changer. Alors, je laisse 5 secondes. Et je vais publier. Donc, là, je vais te le dire au cas où. Donc, pas du tout 0%, un peu 33%, beaucoup 51%, énormément 15%. Quand même. Parfait. Merci. Donc, si cet enjeu-là vous préoccupe, puis ça a des petits signes pour voir peut-être des fois, est-ce que l'équipe va au-devant du travail, donne son meilleur, est efficace, efficiente, performante? Est-ce que chacun s'épanouit? Est-ce que chacun a la possibilité de contribuer à la hauteur de son intelligence? C'est des pistes de questions à vous poser pour voir peut-être où sont les besoins. Est-ce que certains membres de votre équipe brûlent la chandelle par les deux bouts, ont des mauvaises habitudes de vie, de gestion de soi qui peuvent venir nuire à leur travail, entre autres des habitudes de connexion, d'hyperconnectivité, c'est quelque chose qui est très nommé ces temps-ci. Est-ce que votre équipe est au meilleur de sa forme? Parce que ça joue évidemment sur la performance, sur le rendement. Donc, 2 stratégies peut-être à mettre en place. Premièrement, de définir votre projet organisationnel basé sur des indicateurs de saine performance définis en équipe. Donc, il y a la performance traditionnelle, mais il y a aussi la performance comme le volet santé de la performance. Donc, parce qu'on va venir souvent mesurer ce qui est plus traditionnel, là, comme le rendement, la qualité, le nombre de livrables, est-ce qu'on a respecté nos délais, est-ce qu'on en a fait beaucoup, on a fait combien de ventes, on va avoir des trucs très faciles à mesurer pour la performance traditionnelle. Par contre, est-ce que l'équipe s'épanouit? Parce que souvent, les employés, eux, vont définir leur bonheur au travail ou leur satisfaction au travail, puis leur motivation, leur mobilisation par le volet épanouissement. Donc, ils vont se demander, ils viennent au travail pas nécessairement pour faire de l'argent à l'entreprise, là. Ils viennent travailler parce qu'ils veulent bien faire leur travail, ils aiment ce qu'ils font, ils veulent s'épanouir, ils veulent apprendre, ils veulent grandir. Donc, des fois, c'est pas toujours connecté, ça, au projet organisationnel. Fait que quand c'est pas connecté, des fois, ça donne l'impression que c'est comme 2 objectifs qui sont opposés. Puis, il n'y a rien de pire que ça, là, parce que dans le fond, c'est comme les boss contre les employés. Dans le fond, nous, on s'en va par là, mais eux, ils nous suivent pas. Pourquoi ils nous suivent pas? Pourquoi ils comprennent pas? Pourquoi ils mettent pas les efforts comme nous, on le fait? Bien, souvent, c'est parce que eux, ils ont une motivation qui est ailleurs, finalement, mais qui est pas incompatible. C'est juste que c'est important de tenir en compte, de prendre ça en compte pour dire, ben, si on leur donne la possibilité de s'épanouir, puis on mesure à quel point on leur donne la possibilité d'être créatifs, on leur donne la possibilité d'innover, on leur donne la possibilité de collaborer, de trouver des solutions, de faire preuve d'autonomie, justement, là-dedans, bien, plus on va récolter aussi au niveau de la performance.
C'est ça aussi le système de résilience dont je parlais tantôt, c'est de pas juste mesurer le volet traditionnel, mais aussi de vous donner peut-être des indicateurs, de dire comment va mon équipe, est-ce qu'elle donne le meilleur d'elle-même, pas juste en termes quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Et est-ce qu'elle grandit, est-ce qu'elle apprend, etc. Et finalement, ben, il y a aussi tout le volet santé dans la saine performance. Donc, des gens qui vont bien, qui sont épanouis, qui sont heureux dans leurs différents rôles sociaux, qui n'ont pas de tuiles qui leur tombent sur la tête, là, parce que ça peut toujours arriver, mais qui sont en santé, ben, ils vont nécessairement être disponibles pour le travail. Si le travail est motivant, si ça fait du sens pour eux, ils vont avoir le goût de contribuer, puis ils vont pouvoir avoir un meilleur rendement, puis durer dans le temps. Parce que des fois, on travaille beaucoup d'heures, beaucoup de projets, mais on donne pas nécessairement le meilleur, ou on va s'essouffler avant, tu sais, parce qu'on brasse tellement on brasse des courriels, on brasse des réunions, on brasse des idées, on y pense, mais est-ce qu'on produit vraiment autant puis aussi bien qu'on voudrait dans les meilleures conditions? On est-tu sous pression quand on produit? Donc, est-ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes? C'est ça aussi la performance. Donc, ça vient beaucoup avec le volet, je suis dans quel état quand je viens travailler? Est-ce que je suis énergique? Est-ce que je suis en santé? Est-ce que j'ai eu le temps de prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai eu le temps de bouger? Est-ce que j'ai eu le temps d'être la personne que je voulais être auprès de mes enfants, auprès de mes proches? Donc, tout ça fait partie d'une grande définition de la saine performance. Puis c'est quelque chose que vous pouvez définir individuellement là, avec votre équipe. Même si vous n'êtes pas les grands patrons, si vous avez juste vous et une équipe, vous pouvez définir ensemble un projet organisationnel puis définir quels sont vos indicateurs que votre équipe est en santé financière, physique, psychologique. Dans le fond, les 5 sphères, là, c'est aussi le spirituel, donc le sens, il y a du sens dans ce que vous faites. Donc, voilà. Donc, et social aussi, santé sociale. Et ensuite, je vous invite à appliquer la théorie de l'autodétermination et de favoriser la saine motivation. Là, je ne sais pas si vos rencontres annuelles, c'est peut-être pas tout de suite, mais dans vos prochaines rencontres annuelles, c'est l'équation de la motivation, si vous voulez aller lire là-dessus. C'est très intéressant et on va l'aborder aussi dans notre journée là, Leadership Nouvelle Vague, là, plus en détail. C'est vraiment de venir travailler individuellement pour soi, mais aussi chaque personne peut, avec nos employés, ça va être un bon outil pour favoriser justement l'engagement, favoriser la responsabilisation et de l'autodétermination, donc l'autonomie finalement des membres de l'équipe envers les objectifs qu'on se donne. Mais parce que ça prend les 5 ingrédients pour que le mouvement, l'élan soit là. Donc, de travailler sur les 5 ingrédients. Bref, je vous les nomme rapidement, mais autonomie, compétence, sentiment d'appartenance, sens et plaisir. Donc, c'est vraiment un outil super simple et super parlant qui peut aider à en faire un projet commun plutôt que de dire ben c'est la responsabilité de chacun sa santé, c'est la responsabilité de chacun sa motivation. Mais si on se partage, on remet pas ça dans un projet commun, ben ça crée nécessairement pas le même élan que si on a tout mis ça, on a pris le temps d'en jaser ensemble puis de se reconnaître là-dedans. Donc un troisième enjeu, la lassitude, la fatigue et la perte de sens du travail du gestionnaire. Donc ça touche pas évidemment tous les gestionnaires là. Ça peut toucher les gestionnaires à un moment donné dans leur carrière, mais c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, le fait que on n'aura plus besoin de gestionnaires ou les gestionnaires quittent leur poste, on n'a plus de gestionnaires, on n'arrive plus à combler les postes, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les gestionnaires, à un moment donné, s'investissent, puis là, ils disent, qu'est-ce que j'y gagne finalement de m'investir autant? Je pourrais peut-être retourner à un rôle qui est plus individuel, qui est plus de professionnel, par exemple, ou qui va me donner peut-être un petit peu moins de responsabilité et une meilleure qualité de vie. Donc, est-ce que vous vous sentez touché par cet enjeu-là dans votre vie de gestionnaire? C'est possible. Donc, entre-temps, j'avais lancé le sondage, Julie. Je vais laisser aussi un petit 5 secondes, le temps que tout le monde y réponde. Donc, je vais afficher les résultats. Donc, un 6%, pas du tout, 37%, un peu, 40%, beaucoup, et 15%, énormément. Mmh. Ben, ça, tu vois, Isabelle, c'est quand même intéressant parce que c'est pas quelque chose dont on va parler nécessairement avec nos collègues ou même pas avec nos amis. Des fois, avec notre conjointe un peu, mais c'est tabou un peu. Une fois qu'on est gestionnaire, là, c'est comme on est on duty, là, si on veut. Mais ça, dans les tréfonds de dans notre tête, ça roule en bac, là, ça roule en arrière, de dire pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça?
Donc, si c'est votre enjeu, ben c'est ça. Est-ce que peut-être que c'est parce que votre milieu de travail vous permet pas nécessairement d'être 100% vous-même dans votre rôle de gestionnaire. Peut-être que vous viviez des conflits de valeurs avec votre organisation, des conflits récurrents qui minent votre propre motivation. Tu sais, en ce moment, puis c'est quelque chose dont on parle ensemble, Isabelle, entre autres dans les journées Leadership Nouvelle Vague, mais tu sais, leader Nouvelle Vague, gestionnaire Nouvelle Vague, c'est souvent des gestionnaires qui ont une approche progressiste, peut-être issus des nouvelles générations, qui ont des idées, qui ont des valeurs, qui ont le goût de les incarner, mais dans le contexte permet pas toujours qu'on puisse aller au bout de, tu sais, aussi loin qu'on voudrait aller, par exemple, ou on est obligé de mettre de côté certains projets plus internes ou plus sur le leadership, justement, pour s'occuper du travail. Donc, ça peut, à un moment donné, dire, je travaille pas sur ce qui est vraiment important pour moi. Tu sais, je travaille sur les urgences, sur ce qui est là, mais moi, j'aimerais ça travailler sur tel projet ou développer telle chose dans mon équipe. Ça peut créer de la frustration. Donc, peut-être que vous avez le sentiment de continuellement vous mettre de côté pour remplir vos obligations. C'est ça, à un moment donné, ça use aussi. Et peut-être qu'on incarne aussi un leadership qui n'est pas nécessairement cohérent, justement, comme je l'expliquais, avec notre vision, notre mission, nos valeurs, ce qui est le plus motivant pour nous dans notre rôle. Quand je parle aux nouveaux gestionnaires, entre autres, ils me disent tout le temps, moi, je veux être gestionnaire parce que j'ai le goût d'avoir un impact sur l'équipe. J'ai envie de travailler avec les humains, j'ai envie de les aider à s'élever, à se développer. Mais finalement, le quotidien du gestionnaire, c'est une partie, ça, puis c'est une partie qui est quand même prenante aussi. Mais c'est pas 100% du temps, puis des fois, on est vraiment pris dans le quotidien, dans les opérations. Et vice-versa, parfois, quand on aime les opérations, ben là, ce qui nous pèse, là, c'est vraiment le volet humain, parce que là, ça nous ralentit dans les projets qu'on veut faire. Donc, il y a les deux profils là, que je rencontre souvent. Donc, quoi faire quand c'est un enjeu qui vous touche? Ben, prendre le temps de bien se connaître, de connaître le sens qu'on souhaite donner à son rôle, s'assurer de prioriser des actions simples, mais cohérentes. Donc, c'est vraiment de reprendre possession, si on veut, de votre rôle, de dire, bon, ma description de tâche, c'est ça. Ce qu'on s'attend de moi, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai envie d'être, c'est ça. Donc, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça va ensemble? Si ça va pas du tout ensemble, vous avez le droit, des fois, de changer d'organisation, mettons. Mais supposons que vous voulez pas changer d'organisation ou que vous êtes quand même bien là, vous avez mis il y a plusieurs éléments qui sont présents, mais il en manque quelques-uns. Bien, vous pouvez venir reprendre un peu votre leadership sur votre rôle. Des fois, la culture, c'est ce que tout le monde fait parce que tout le monde le fait, puis une culture de gestion dans une organisation, il y en a. Donc, c'est sûr et certain que des fois, on va se mouler à la culture en place, puis on va jouer le rôle de gestion comme on nous montre que ça doit se jouer. Donc, on fait un peu comme tout le monde. Des fois, c'est de retrouver le courage d'incarner notre rôle de la façon dont on a envie de l'incarner, de miser sur notre zone de génie comme gestionnaire, sur ce qui fait qu'on est nous-mêmes, qu'on est nous, là, puis notre ingrédient secret, en fait, qui va venir faire en sorte qu'on va être nous-mêmes dans notre rôle. Puis aussi d'échanger avec d'autres gestionnaires pour briser l'isolement puis se donner des nouvelles permissions, des nouvelles balises, s'inspirer un et l'autre à incarner ce rôle-là de gestionnaire nouvelle vague qu'on souhaite être finalement. Et ça va de pair avec le quatrième enjeu, finalement, avec le temps qu'on a comme gestionnaire. Parce que des fois, on sait qu'est-ce qu'on veut être, des fois, on ne sait pas trop, c'est flou. Et ça demande du recul, ça, si je reviens en arrière. Faire ce qui est là, ça demande du temps de réflexion, ça demande du recul, quelque chose qu'on n'a pas toujours, de prendre un peu de temps avec nous-mêmes, du temps de réflexion, du temps d'introspection, du temps pour se poser les bonnes questions, puis pour en parler avec d'autres aussi, parce que des fois, dans notre tête, ça tourne un peu en boucle, puis on a de la misère à sortir de notre discours habituel. Donc, c'est un peu l'idée aussi des journées Leadership Nouvelle Vague qu'on organise avec Isarta puis de nos temps blancs. C'est vraiment de venir prendre du recul pour travailler stratégiquement notre rôle, stratégiquement nos façons de faire, nos pratiques de gestion et faire évoluer. Puis aussi en choisir parce que comme gestionnaire, des fois, on va penser beaucoup, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, on va lire, on va vraiment aller chercher plein d'informations, mais on va devenir comme la tête pleine avec une surcharge d'informations, puis là, on n'a pas le temps de mettre grand-chose en place. Fait que tant qu'à pas avoir la place pour mettre tout ce qu'on voudrait en place, mais on met rien en place. Donc, l'idée est vraiment de venir avec des solutions simples, des petits gestes qui peuvent faire la différence. Parce que, justement, le quatrième enjeu, c'est l'enjeu de la surcharge émotionnelle cognitive du gestionnaire, de sa saine gestion de l'espace mental à lui-même et de sa gestion du temps au quotidien. Donc, à quel point est-ce que vous vous sentez touché par cet enjeu-là? Je ne sais pas si, là, je l'ai lu vite, là. Je ne sais pas si vous l'avez bien saisi. Je peux lire la question en attendant, enfin l'enjeu.
l'enjeu de la surcharge émotionnelle et cognitive du gestionnaire, de la saine gestion de l'espace mental et du temps au quotidien. Merci Isabelle. Donc je vais laisser encore un petit 5 secondes pour que tout le monde puisse répondre. Et voilà, je publie. Toujours intéressant. Donc 0% pas du tout, 10% un peu, 59% beaucoup et 29% énormément. Bon, on a gardé le meilleur enjeu pour la fin, Isabelle. On dirait bien. Ça résume aussi un peu tout ça. Puis la question de départ que j'ai posée, qu'est-ce qu'on fait puis quand, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on a la tête pleine, puis là, on n'a pas de recul. Donc, la stratégie est vraiment encore une fois, de se dire, OK, wow, stop, je vais reprendre possession de mon emploi du temps, de mon agenda et de mon espace mental. Donc, c'est fou un peu parce qu'on est gestionnaire, on doit faire preuve de leadership, on doit amener les autres dans la bonne direction. Mais en fait, ce qu'on souhaite aussi, c'est développer, puis vous êtes sûrement très, très bon en termes de leadership personnel, dans le sens où vous êtes sûrement des personnes organisées dans vos vies, mais de dire, OK, je me donne la permission de répondre à mes besoins. Ça en est du leadership personnel. Et souvent, on va pas se le donner, ça. Donc, on est bienveillant envers les autres, mais pas nécessairement envers nous-mêmes. Puis, on va essayer de mobiliser les gens, mais en même temps, ce qu'on souhaiterait le plus, c'est que chacun développe son leadership personnel. Donc, il faut investir dans ce développement-là du leadership personnel, autant pour nous-mêmes en premier, puis pour l'équipe plus tard, mais dire, OK, comment je peux reprendre possession de mon emploi du temps? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux vraiment faire? Se réapproprier son agenda, instaurer une routine de gestion, une routine du gestionnaire qui réponde vraiment à vos valeurs, à vos priorités, à vos besoins réels. Tu sais, vraiment être créatif un peu avec ça, mais aussi, des fois, c'est vraiment simple. C'est juste de choisir les bonnes actions en lien avec ce qu'on veut faire et développer des bons réflexes de saine gestion de l'espace mental et du temps. Donc, nous-mêmes, développer des bons réflexes de gestion de l'hyperconnectivité, par exemple, ou de saines habitudes de vie. Mais là, encore là, il faut faire de la place dans l'agenda. Fait que c'est vraiment pas évident parce que c'est comme si je vous dis faites-en moins, mais en même temps, je vous dis faites-en plus. Fait que je sais que c'est un peu contradictoire. Mais en fait, c'est vraiment ce que je vous ai montré au début de, oui, optimiser certaines façons de faire parce qu'en ce moment, au travail, dans notre façon de travailler, on est vraiment souvent dans des mauvais plis qui nous gobent du temps, qui nous gobent de l'énergie, qui font en sorte comme je vous disais tantôt, on brasse bien des affaires, mais on n'aboutit pas autant qu'on voudrait. On fait notre travail concentré le soir chez nous, la fin de semaine. On arrive plus tôt au travail pour essayer d'être productif parce que quand notre journée commence, c'est des rencontres à pu finir. On a des courriels, des Teams, on est toujours en train de répondre. Donc, on n'est pas en train comme gestionnaire, de vraiment non plus contribuer avec le meilleur de ce qu'on est puis de ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est vraiment de dire, OK, on va, oui, rendre plus efficient nos façons de travailler. On va se défaire de nos mauvais plis individuellement, mais aussi en équipe. Puis, dans le temps qu'on va avoir gagné, ben là, on va pouvoir investir dans notre système de résilience personnelle puis prendre soin de nous pour être bien dans notre rôle, pour être bien dans notre vie, pour être satisfait, se coucher le soir satisfait. Puis, finalement, pouvoir avoir l'espace pour aider les autres puis pour pouvoir durer dans le temps aussi. Donc, c'est comme un petit calibrage, mais pour ça, ça demande de prendre du temps de recul, ça demande de faire une genre de petite retraite de gestionnaire avec soi-même là, ou avec d'autres pour vraiment prendre le temps de faire atterrir cette routine de gestion-là. Puis c'est ce qu'on va faire dans la deuxième journée Leadership Nouvelle Vague, le 24 octobre. C'est vraiment le volet ADN de gestionnaire et routine de gestionnaire. Donc, vraiment travailler sur soi et sa façon de faire. La première journée, vraiment sur les compétences émotionnelles puis le modèle temps blanc. Donc, c'est plein d'outils, mais qui vont aussi être atterris dans une routine. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis sur 2 jours, pour que vous ayez vraiment le temps de faire tout cet exercice-là avec vous-même, sans devoir reprendre du temps plus tard, parce que je sais que c'est dur à trouver. Donc, cultivez l'habitude du temps blanc, même par vous-même. Prenez-vous du temps de recul régulièrement. Offrez-vous ce recul stratégique-là. Donc, ça s'en vient, les journées Leadership Nouvelle Vague. Et pour terminer, si vous avez encore 5 minutes pour être avec moi, je vous dirais, les connaissances sont là. Je vous ai mis là les références qu'on utilise très souvent chez De Saison. Nos modèles sont basés là-dessus. Les connaissances sont là, mais la culture de performance a tellement la coin dure que on n'a pas toujours l'espace pour mettre ça en place. On est comme en retard dans notre culture du travail.
Et on travaille tous là pour créer de la valeur, s'épanouir, subvenir à aux besoins, que ce soit les nôtres, ceux de nos clients, peu importe. Pardon. Et on rêve tous d'être un gestionnaire bienveillant pour notre équipe, de générer mobilisation et plaisir, de générer de la valeur individuellement et ensemble. Pardon. Et comme je vous disais, on souhaite tous se coucher le soir contents, puis satisfaits d'avoir répondu aux besoins dans un délai raisonnable, d'avoir joué nos différents rôles. Donc, autant pour notre équipe qu'autour de nous. Entre les deux, il y a vraiment clarté, simplicité, pratique. Donc, c'est mon invitation ultime. Oui, voilà, je vais prendre le relais, comme ça va te permettre de tousser un petit peu. Donc, déjà, merci beaucoup Julie, c'était très intéressant. Donc, comme tu disais, on peut aller plus loin sur le sujet. Je vous invite à vous inscrire aux 2 ateliers créatifs, donc Leadership Nouvelle Vague, donc le 24 octobre, compétences émotionnelles et organisation, et le 25 octobre, ADN Leadership d'impact. Je vous les ai mis dans le chat. Donc, n'oubliez pas, c'est en présentiel à Montréal. Vous avez également un 20% de rabais. Je vous ai mis également le code. Alors, merci beaucoup Julie, comme je disais. Et également, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça a été enrichissant. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Midi Express. À bientôt. Merci tout le monde. Bon après-midi. Merci Isabelle.